Sur Notre-Dame de Bétarame, vous avez dit que vous n'aviez pas menti. Est-ce que vous avez malgré tout des regrets? Je ne vous permets pas de me tutoyer. Mon petit. Ok, boomer. Mon petit chouchou. Oh là là. Daniel Combedit qui me dit ça, c'est pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre. D'apporter les preuves Donnez-les-nous. qu'il... François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? Il vous arrive de penser que notre époque a franchi un seuil, que le réel a parfois des allures de caricature? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're Eh bien, cette eating... sensation n'est pas nouvelle. À Rome, déjà, le poète Juvénal écrivait qu'il était devenu difficile de ne pas faire de satire tant la réalité semblait lui tendre la plume. Et depuis, une autre formule circule. Tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la loi de Murphy. Comme si chaque époque produisait déjà ses propres excès, et chaque fois que ses discours se fissurent, la satire réapparaît. Non pas simplement pour faire rire, mais pour montrer par le détournement quelque chose de vrai sur une époque. Avec les nouvelles technologies, plus d'écrans, plus de réseaux. Le Gorafi s'est adapté au monde, au rythme, au temps de cerveau disponible et aux algorithmes truqués. Et nous sommes restés numéro 1. Alors aujourd'hui, le Gorafi est fier de vous faire découvrir sa nouvelle évolution. Une solution d'information analogique, non connectée, horizontale à très haute lisibilité, propulsée par une technologie à base d'encre pigmentée sur interface fibreuse 16 pages avec navigation tactile par friction digitale. Bref, le Gorafi passe au journal. Depuis plus de 10 ans, le Gorafi reprend ainsi les codes de la presse pour fabriquer de faux articles qui disent souvent quelque chose de très vrai, au point d'avoir récemment fait le choix de passer aussi par le papier, comme si la satire cherchait elle aussi à se réinscrire autrement dans le réel. Premier journal en papier qui n'est pas détenu pour Vincent Bolloré, sont données sources contradictoires. Gorafi numéro 1, Gorafi numéro 1. Alors, quand le réel semble déjà écrire sa propre caricature, à quoi sert encore la parodie ? Pour y répondre, j'ai rencontré Sébastien Liébus, directeur général du Gorafi. Mais avant de lui poser la question, il faut peut-être écouter ce que ça donne. Le Gorafi s'est spécialisé depuis 10 ans dans les fausses nouvelles qui semblent tellement vraies, presque crédibles. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que Clara Luciani est une des meilleures nouvelles qui soit arrivée à la chanson française ces derniers temps. Talent fou, classe folle. Et juste au moment où on se dit... Enfin, on voit qu'elle en ce moment. Ils sortent, Clara Luciani confirme qu'elle continuera à faire de la promo tant que vous n'aurez pas acheté son album. Et ils vont plus loin dans le texte. Par exemple, depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire de la promo, avant d'ajouter avec une petite moue, même si c'est toujours pénible d'avoir à écrire un album. Avant les médias, les titres, avant la satire comme genre, il y a une question plus simple. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un vers cette écriture ? Parce que j'ai toujours développé un attrait pour cet humour un peu décalé, ce jeu des références, cet humour un peu à clé. C'est un humour très anglo-saxon. C'est pas un humour, c'est à l'opposé de l'humour franchouillard. Et je dis ça franchouillard sans aucun terme péjoratif, mais c'est vraiment à cet opposé-là où nous, on a besoin d'un humour très visible, où on doit se claquer la main sur la cuisse. Il faut que ce soit un rire très sonore. Nous, à l'inverse, on est dans un univers où ça va être un rire intérieur, ça va être un rire clin d'œil avec le lecteur, une espèce de check invisible. Et c'est le plaisir des références, de la lecture, c'est pouvoir, quand un lecteur il lit un article du Gorafi, il rit, mais il rit tant pour la blague que pour la construction de la blague. Il y a tout un ensemble qui lui fait prendre conscience qu'il a l'impression d'être un peu un happy few, qui a compris une blague, et c'est le bonheur. Ce n'est pas seulement une affaire d'humour, c'est déjà une façon de lire. Repérer un ton, une référence, un léger déplacement. Donc moi, j'ai toujours écrit dans ce style-là. J'écris depuis tout petit. Alors après, j'ai eu plusieurs rencontres d'écriture qui m'ont permis, moi, on va dire, cerner mon style. Et pendant très longtemps, j'étais dans une écriture un petit peu pompeuse, Balzac, Zola. Et je pensais que pour moi, la littérature, on ne pouvait écrire que comme ça. Après, j'ai eu des rencontres genre Stephen King, Michael Crichton. Puis plus tard, ça a été Hunter Thompson. J'ai eu une révélation avec un recueil de nouvelles de Woody Allen qui s'appelle Destin tordu, où il y a vraiment une écriture surréaliste qui moi, m'a permis de comprendre qu'on pouvait jouer avec les mots. Et après, en fait, j'ai été fasciné par la relation entre la fiction et la réalité, comment une fiction peut se marier avec la réalité réciproquement, comment on peut utiliser la réalité pour ancrer la fiction, notamment au travers d'un article de presse. Quand vous mettez un article de presse dans une fiction, tout de suite, le lecteur,
il y a une base réelle, en fait. Je dis: «Oh waouh, c'est vrai» et ça m'a toujours fasciné, ce croisement comme ça et bah, de fil en aiguille, je me suis mis à parodier ces articles de presse que je collectionnais parce que quand j'étais petit, je collectionnais les articles de Sud-Ouest. Je les découpais, je les mettais dans un petit cahier et tout et quand j'ai commencé à écrire et c'est vrai que j'ai développé cette satire, voilà, qui est venue presque naturellement et même avant que je découvre The Onion. Alors pour vos auditeurs, The Onion, c'est la version américaine du Gorafi qui existe depuis 89 et moi je les ai découverts en 2008 et pour moi, ça a été la révélation de se dire: «On peut écrire dans ce style-là, ça existe» et moi, j'étais super content parce qu'enfin, je voyais que le style d'humour que je cherchais existait déjà, produisait un journal de qualité et tout. Donc il y avait une base, c'était possible. Maintenant, est-ce que c'était possible de le faire en français et de trouver un Mmh. public français? Parce que comme je dis, c'est une base très anglo-saxonne. Là, c'était plus compliqué. Donc il m'a fallu après 4 ans pour créer le Gorafi et commencer à publier et même rencontrer un 1er gros carton d'estime au bout de 6 mois. Voilà, donc vous voyez, ça a été quand même relativement, long au démarrage, mais voilà, donc moi je pense que c'est plusieurs influences et je dis souvent que le Gorafi, c'est un de mes travaux d'écriture, j'en ai plusieurs. J'ai déjà écrit plusieurs manuscrits, des nouvelles, des scripts, des pièces de théâtre, tout ça est sur des étagères, numérisées et tout et le Gorafi, c'est une de ces continuités d'écriture, parmi beaucoup d'autres. C'est politique, mais c'est avant tout humoristique, c'est pouvoir jouer avec les mots. Alors oui, parce que la satire est politique par définition, donc il y avait cette possibilité de jouer avec les puissants, de pouvoir les moquer, de faire le roi est nu et ainsi de suite. Donc et j'ai toujours trouvé amusant que le 1er post que j'ai fait dans l'esprit Gorafi et je le fais, on est en 2004 sur un forum internet qui s'appelle hardware.fr, qui a été lancé par, Marc Prieur en 1998 et qui est décédé depuis et j'aimerais lui rendre hommage parce que sans cette plateforme qui est hardware.fr, bah, je pense que moi je n'aurais pas eu la possibilité de créer quelque chose comme le Gorafi. J'aurais pas eu la possibilité de m'entraîner ailleurs et donc du coup, quand j'écris ce 1er, vrai faux article que je poste sur le forum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu il y a eu 2 types de réactions. Il y a eu les réactions de ceux qui ont compris que c'était une blague et que ça les a beaucoup fait rire et les réactions de ceux qui n'ont pas compris que c'était une blague, mais qui se sont empressés d'attaquer les journalistes qui avaient révélé l'information en question. Et j'ai trouvé que ça c'était un test révélateur sur comment on se positionne, on va dire d'un certain point de vue du spectre politique et comment on va réagir à une actualité, de ce type-là. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai fait sortir du bois à l'époque, ce qu'on appelle les droitards ou des trucs comme ça, qui se sont énervés en disant contre le parce que j'avais fait une fausse dépêche du Canard enchaîné, donc ils se sont mis en colère contre le Canard enchaîné, mais de quoi ils se mêlent, ils vont fouiller la merde et ainsi de suite. Donc c'était assez intéressant et c'était un assez bon test révélateur. À partir de là, une autre question s'impose. Qu'est-ce que la satire? Pas seulement comme registre comique, mais comme manière de regarder le monde. La satire, ça a toujours été, en fait, on répond au même créneau que le dessin de presse. Et un dessinateur de presse, il va vous dire que le dessin de presse, il faut qu'il se fasse rire, réagir, réfléchir. Donc ça, c'est super important sur cet aspect-là. La satire, c'est un miroir déformant. Ça va vous renvoyer une réalité, mais ça va vous renvoyer une réalité que vous n'avez pas forcément envie de voir. Donc ça va vous mettre face au sérieux des choses. La satire, je dis souvent un article du Gorafi, c'est drôle parce que c'est vrai. C'est triste parce que c'est vrai. Un article satirique n'a pas vocation à être ouvertement drôle. Il peut créer un malaise, il peut créer une interrogation. On peut se dire: «Ouais, non, en effet, ouais, ils ont raison, c'est pas cool». Ou alors il peut vraiment être très drôle et dire: «Ah mais c'est excellent, mais ouais». En fait, la satire, elle a plusieurs niveaux. C'est pas juste drôle et c'est ça qui est important. Quand quelqu'un me dit dans un article: «Ouais, Mmh. c'est pas très drôle», c'est le but. Bravo, félicitations. Vous avez su lire un article de satire. L'article de Loana, il a pas vocation à être drôle. Il a vocation à interroger notre rapport par rapport à ce système qui a fait, ce que Loana a été. Donc en fait, c'est ça. Le but, c'est pas de se marrer, c'est pas d'éclater de rire en se tapant la cuisse. Donc c'est vraiment ça la distinction entre satire et comédie. Le paradoxe du Gorafi est là. Il publie des fausses informations, mais son rapport à l'écriture est d'un sérieux presque journalistique. Mais en semaine, on a 2 confs de rédaction par semaine avec, on va dire, 200 idées qui sont traitées dans chaque conf et on va en garder, 5 à 10%.
On va garder les meilleurs. Donc, on fonctionne comme une rédaction traditionnelle. Et quand il se passe quelque chose dans l'actu, quelque chose d'important, on réfléchit comment on peut aborder le sujet, comment on va le traiter. Au Gorafi, il ne s'agit pas seulement de trouver une blague, il s'agit de trouver le bon angle. Alors après, vous avez 2 écoles, parce que l'objectif, c'est pas de sortir la blague le premier. Ça, tout le monde désormais est aujourd'hui un humoriste sur Internet. Donc, il faut réussir à surprendre les gens. Et notre credo, c'est de dire, peu importe si on arrive avec une blague qui va arriver avec 3 heures de retard sur tout le monde, l'important, c'est qu'on arrive avec une blague que personne n'a faite. Il faut surprendre les gens plutôt que de surfer sur un courant. Il faut les prendre les gens et quand tu lis la blague, tu dis genre waouh, personne n'avait pensé à ça. Ils ont pris un maximum de recul. Donc c'est pour ça que nous on dit souvent prenons notre temps, on n'est pas pressé. C'est pas un concours de vitesse, c'est un concours plus d'être adroit et de trouver un truc que personne n'a trouvé, de surprendre le lecteur. Si on arrive avec la même blague que tout le monde a fait, en mode genre il faut la sortir le premier parce que c'est la blague que tout le monde va faire, non, c'est pas la bonne idée. Il faut arriver avec une blague, personne n'y a pensé. Et c'est là-dessus que nous on a fait notre succès et notre notre marque de fabrique. C'est de surprendre les gens et quand on lit un article du Gorafi, c'est pas un énième mème qu'on a tourné en article. C'est quelque chose de différent. Tous les auteurs du Gorafi ont peut-être des manières de faire différentes, mais moi, je me suis rendu compte que surtout quand je faisais les soirées électorales, il y avait vraiment je regardais ça, c'était comme si c'était à la télé. Enfin, je regardais les trucs mais c'était encapsulé, quoi. Et je faisais un travail à chaque fois de recherche de titres, mais vraiment très premier degré, à essayer de trouver un truc drôle et tout. Mais j'essayais de ne pas avoir d'émotion, vous voyez? De ne pas me laisser envahir par la crainte, la peur. Il faut que je reste le plus clinique possible, le plus froid, le plus distant pour trouver les formulations et tout. Donc ça demande vraiment un gros travail de remise en contexte, de vraiment prendre des éléments très froids, très cliniques. Après, je pense qu'un psychanalyste pourrait expliquer ça et comment on travaille, pourquoi on se force à mettre les trucs dans une boîte pour pouvoir faire plus des blagues dessus et qu'on a un besoin de distanciation pour, moi je dis souvent la meilleure façon de faire une blague, d'un point de vue satire sur un sujet, il s'agit de prendre le maximum de recul, mais vraiment plus loin possible, au point que vous ne comprenez même plus quel est le sujet en fait. Et il faut parfois s'éloigner, le plus possible, prendre le plus de retrait et puis c'est là que la blague va fonctionner en fait, parce que vous me comprenez, c'est juste des silhouettes et ça marche mieux en fait. Ça permet de faire de l'ironie, du truc et d'être moins dans l'instant présent. Et encore, je vous parle pas de la construction du titre en lui-même qui est basée sur la musicalité du titre de presse, qui va changer un mot, faire une inversion de phrase, donc qui va garder un aspect sérieux dans le titre. C'est pas des punchlines en fait, c'est vraiment un travail sur la musicalité du titre de presse qui fait que à l'oreille ça sonne vrai mais c'est faux, qu'il y a une dissonance et donc du coup le cerveau il essaie de comprendre pourquoi ce titre est faux. Et aujourd'hui, on assiste à un appauvrissement du titre de presse au profit du SEO. Et pour nous, c'est beaucoup plus compliqué à construire un titre. Et on en arrive à un paradoxe avec The Onion et nous, où on perpétue un titre de presse qui ne se fait plus, à part dans la Parce presse que je me économique. souviens, les titres, c'était un exercice, mais à part entière. Oui, Il y a des gens, ils ont le truc, quoi, c'est pour ça. la titraille. Et aujourd'hui, si vous voulez chercher un titre de presse classique, le Washington Post, le New York Times le font, le Financial Times aussi, Reuters et la Tribune, toute la presse un peu économique, les Échos. Mais après, le reste de la presse, ils ont vraiment basculé dans le SEO. Donc vous avez des titres qui ne veulent plus rien dire. Et des fois même, vous avez des titres qui deviennent plus Gorafi que le vrai titre. Ici, l'écriture satirique a donc ses principes. Elle choisit sa cible et son point de vue. Elle ne frappe pas au hasard. Parce qu'il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur. Comment on sait qu'il y a la bonne satire et la mauvaise satire? La bonne Comment vous le satire et la mesurez? mauvaise en fait, c'est très simple. C'est très simple. Vous allez voir, c'est élémentaire. En fait, c'est pas une question de mauvais. Il y a pas de mauvais articles, il y a que des mauvais angles. Tout est une question d'angle. Je vais citer par exemple les angles qu'ont choisi Charlie Hebdo sur l'affaire de Crans-Montana. On peut s'émouvoir de pourquoi faire des dessins sur des grands brûlés. Bon, après, vous me direz, c'est leur credo, c'est bête et méchant. Ouais, ok, je comprends. Mais, par exemple, il y avait peut-être plus de dessins à faire sur les responsables de l'incendie, les Moretti, sur l'appât du gain. Qu'est-ce qui a autorisé ce système à être mis en place? C'est peut-être plus pertinent que de faire des blagues sur un gamin de 14 ans qui est mort brûlé vif.
Voilà, c'est juste ça, en fait. Je pose juste la question de dire, nous, quand il y a un drame comme ça dans l'actualité, les victimes, on les met de côté. On va traiter les responsables, les conséquences, comment c'est traité, qu'est-ce que ça va changer pour dans 10, 20 ou 30 ans, on se projette comme ça. Mais les victimes, on les met de côté. Il n'y a aucune raison de faire une satire sur les victimes. La satire politique, c'est un coup de poing qui part de bas en haut. Si vous faites l'inverse, bon, vous faites toujours de la satire, mais c'est du harcèlement, c'est du bully, c'est méchant, ça n'apporte rien en fait. C'est un rire bête, méchant. Vous lisez ça, ça vous grandit pas. Oui, c'est rigolo, mais est-ce que ça vous grandit? Non, c'est facile. Voilà. Et En nous, fait, vous avez une sorte de déontologie. oh waouh, c'est vrai? Oh mon Dieu, je vais devoir prendre une douche. Je suis désolé. Oh, la déontologie. Non, mais voilà. Non, oui, oui et non, mais en fait, aujourd'hui, on assiste à une arrivée d'une satire qui est justement inversée, avec ce coup de poing qui part de haut en bas. On le voit beaucoup sur des sites racistes, xénophobes, qui développent ça, qui développent cet humour contre des minorités, contre des gens qui ne peuvent pas se défendre. Généralement, c'est du LGBT, c'est du migrant, c'est l'opposition de gauche de manière générale. Enfin voilà, c'est des caricatures parfois très grossières, mais alors oui, ça reste de l'humour. On ne peut pas leur enlever, on ne peut pas dire que ce ne soit pas de l'humour. C'est un certain type d'humour. Mais c'est pas cet humour, moi, dans lequel je me reconnais. Et pour moi, ça ne correspond pas à l'idéal de satire que nous, on pratique. Et quand vous voyez une satire dont le point est dirigé de haut en bas, qui va être là pour rabaisser, moquer, pointer du doigt, tout, c'est de la satire, mais c'est pas la satire politique. En fait, nous, et ça c'est intéressant parce que l'autre jour, je dis souvent qu'on est progressiste, mais je trouve qu'il y a même un autre mot qui a été choisi par nos confrères espagnols, on est humaniste. On fait une satire qui est humaniste. On est dans le sens de l'histoire. On va pas soudainement faire des blagues pour qu'on enlève des droits à des gens. En fait, c'est ça le truc. Ça n'a aucun sens de faire soudainement une satire pour dire ouais, ces gens-là, ils ont trop de droits. Il faudrait qu'il y ait encore moins d'égalité, plus d'inégalité. C'est ça qui fait le fondement d'une société. Non, ça n'a pas de sens. Donc, nous, on est dans un courant humaniste. Les gens vont nous dire ah, mais voilà, vous êtes de gauche. Bah, si humaniste et de gauche, bah ouais, alors, désolé, je peux être coupable. Voilà. Et on est humaniste et progressiste. Et après, oui, on est politique. Il y a des gens qui vont dire ah, le Gorafi, vous êtes devenu politique. Bah, on fait de la satire politique depuis 2012. On s'est pas réveillé ce matin en disant hey, si on faisait de la politique, si on devenait politique. Non, on l'est depuis le début. On l'a toujours été. Si vous lisez nos articles depuis le début, vous verrez, on a traité Sarkozy, Macron, on a traité tous les politiques. On fait de la satire politique depuis le début. On n'est pas devenu avant-hier. Donald Trump vient encore de nous lâcher une énième dinguerie. Qui s'y connaît en surprise mieux que le Japon, hein? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu pour Pearl Harbor, ok? Est-ce qu'il peut exclure des États-Unis Elon Musk? $8 million for making mice transgender. Mais cette mécanique se dérègle quand le réel lui-même devient outrancier, quand la politique parle déjà comme une caricature, quand certaines images semblent sorties d'un faux article avant même qu'on ait eu le temps de les détourner. On vit une époque un petit peu challengeante, avec certaines figures politiques qui sont parfois un peu caricaturales, qui sont dans l'outrance. Et ça rentre dans notre programme, en fait, ça devient normal. Quel rôle peut jouer la satire face à ce type de personnalité? Est-ce qu'on peut encore forcer le trait quand finalement le réel semble déjà très chargé? Ça demande plus de travail, c'est sûr. Mais oui, c'est plus que nécessaire. Et on dit souvent, est-ce que la réalité dépasse le Gorafi ou ne l'a-t-elle pas déjà dépassé? Moi, je dis souvent que la réalité, elle est déjà absurde de base. Allez dans la rue, regardez autour de vous, vous verrez que rien ne fait sens. Rien ne fait sens. La vie n'a aucun sens. C'est Cédric Clapiche dans L'Auberge espagnole qui disait que la vie, c'est le pire des mélodrames parce que c'est très mal écrit, tout finit mal, enfin, il n'y a aucune logique. Donc déjà, de base, voilà, le truc doit être vraiment entendu et compris. Rien ne fait sens. Après, vous avez Pierre Dac durant la guerre qui se plaignait que les Allemands lui piquaient ses vannes. Au micro de Radio Londres, il voulait même porter plainte contre Göring parce que Göring lui avait piqué la défense élastique pour expliquer sa stratégie à Stalingrad. Et lui disait, mais arrêtez de nous piquer nos vannes. Donc on voit que ça date pas d'aujourd'hui.
ce principe-là de est-ce que les politiques dépassent les trucs. Plus près de nous, on a eu, par exemple, un ministre qui voulait décorer les propriétaires d'aérodromes et d'aéroports de la Légion d'honneur pour service rendu à la nation. Ah, ça n'a aucun sens. Ouais, mais voilà. Mais en fait, c'est une stratégie politique qui est destinée aussi à désarçonner, désamorcer toute forme de critique, en arrivant avec un propos qui est presque tellement dingo qu'on ne peut plus rien en dire. C'est incritiquable, tellement c'est absurde. Donc c'est une volonté aussi de bloquer la parole de l'adversaire. Après, dans la satire, c'est à nous de décrypter et de montrer de comment ce truc-là fonctionne. Après, oui, des personnages comme Trump, c'est très challengeant parce que ça vous demande beaucoup d'efforts pour faire une satire plus grosse que le truc. Mais lui, il est constamment dans l'outrance et il le sait. C'est sa manière de communiquer. Là, ce matin, il a fait une caricature où il se présente comme une espèce de Jésus qui guérit des blessures d'un mec dans le coma. Il a une auréole. Vous avez des anges derrière lui. Vous avez un aigle qui sort du drapeau américain. Enfin, on dirait une parodie, en fait. Mais le mec, il est comme ça parce qu'il sait que c'est ça qui permet de couper l'herbe sous les pieds de ses opposants. Donc, et c'est pour ça que notre satire à nous, il doit être plus complexe. Lui, il est dans une satire plus simple, grotesque. Nous, on doit réussir à le déconstruire pour vraiment bien pointer du doigt ce qu'il représente et les dangers qu'il opère. Et c'est vrai que quand on fait un verbatim de Donald Trump sur Gorafi, beaucoup de gens se disent « Mais attends, mais c'est vrai, il a vraiment dit ça ?» Parce que le modèle de base est tellement dans l'outrance. Et au final, quand tu vois un verbatim stupide, tu dis « Bah oui, il l'a probablement dit. » Comme si la satire avait perdu sa longueur d'avance, ou peut-être comme si elle n'avait plus besoin d'en rajouter, mais plutôt de décrypter. Quand le réel devient aussi instable, le doute se déplace. Il ne concerne plus seulement les contenus mensongers, il s'installe dans notre manière même de lire. On assiste parfois à des réactions dans les commentaires de gens qui tombent dans le panneau, en disant « Mais non, mais c'est… » qui vont dire mieux, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Le commentaire qu'on voit souvent, c'est « Waouh, mon cœur s'est arrêté quelques secondes avant de voir le Gorafi. » Donc on voit que ça marche encore. On voit qu'il y a des gens qui ont des micro-réactions, dire oh, « Mais non !» Et après ils disent « Ah non, c'est bon, c'est le Gorafi. » Et ils en parlent, ils n'en ont pas honte. Donc ça montre que il y a des petits trucs. Et comme je vous dis, après, nous, on n'est pas là pour piéger, ça ne m'intéresse pas. Si j'étais dans une stratégie de piège au premier degré des gens, le site, il n'aurait pas duré plus de 2 ans, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vous renouveler, vous êtes dans l'outrance à vouloir constamment construire des pièges de plus en plus gros, jusqu'au moment où le piège, il prend toute la pièce. Bah, vous n'avez plus la place de développer votre piège. Tandis que nous, on est dans une stratégie de l'humour du quotidien. Donc, c'est des tout petits pièges, ou parfois des grands pièges. Mais on alterne et tout, ce qui fait que les gens, ils aiment bien se laisser prendre au piège. Et parfois, ils vont partager un article parce que ça les a interpellés, ça les a fait marrer, ça les a mis en colère. Donc, des fois, on peut avoir des gros taux de partage d'articles, avec des articles qui vont être partagés 3000 fois. Ça ne veut pas dire que c'est 3000 personnes qui sont tombées dans le panneau. Ce qui se brouille ici, ce n'est pas seulement la frontière entre le vrai et le faux, c'est le pacte de lecture lui-même. Et il y a quelques jours, BFM TV poste sur ses réseaux sociaux un tweet, et c'était les démocrates veulent voter pour destituer Donald Trump au plus vite. Et sur Twitter, ils se sont répondus à eux-mêmes, et je pense qu'ils voulaient poster le lien vers l'article, mais ils se sont trompés, ils ont posté le prompt ChatGPT qui disait « Peux-tu simplifier cette phrase ? Les démocrates veulent voter pour destituer Donald Trump au plus vite. » Simplifier une phrase très simple, compréhensible par un enfant de 5 ans. On en est là. Oh, c'est lamentable. C'est lamentable. Et c'est l'état de la presse aujourd'hui. Donc, les Français, ils voient ça, les lecteurs, ils voient ça. Donc, comment voulez-vous qu'ils aient confiance en BFM TV si on sent que BFM TV vous prend pour un profond demeuré? Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la presse aujourd'hui. On ne lit plus des médias, on lit des titres, des captures, des informations fragmentées. Le problème ne vient pas seulement du brouillage des signes, il tient aussi aux conditions de circulation de l'information. Autrement dit, qui décide de ce qui sera vu. J'aimerais pouvoir choisir si je veux avoir un algorithme qui me propose des choses par rapport à ce que j'ai liké sur la dernière semaine, ce que j'ai vu, ce que j'ai commenté sur la dernière semaine uniquement. Sam Zira, créateur de contenu, et Arthur Delaporte, député PS, président de la commission d'enquête sur TikTok. Discussion sur l'algorithme pour le Nouvel Obs.
Ou alors, si j'aimerais que ce soit une façon totalement fortuite, j'aimerais pouvoir avoir le choix. Aujourd'hui, les plateformes, elles ne nous laissent pas le choix. En tant qu'utilisateur des réseaux, c'est pas normal. Un des sujets, c'est la capacité de l'utilisateur à réguler l'algorithme. Et notamment, pour les mineurs, la mise en place, par exemple, d'un fil suivi par défaut. C'est-à-dire que quand on se connecte sur la plateforme, on voit d'abord les contenus auxquels on est abonné, avant de voir les contenus que la plateforme va nous suggérer. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes que je croise, ils sont captivés par les flux qu'on appelle « pour toi ». Et ils n'en sortent pas, parce que le réseau social, c'est mieux qu'eux, en gros, ce qu'ils ont envie de voir. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça peut être aussi des choix d'utilisateurs pour dire, ben voilà, moi, je veux ce type de présélection des contenus, et pas forcément, en effet, les contenus chocs d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est d'abord les contenus chocs, qu'on le veuille ou non. Ce matin, j'ai étudié par exemple ce qui se passe avec X et on a constaté, par exemple, la semaine dernière, j'ai vu passer une publication qui disait qu'en gros, Elon Musk faisait en sorte que les liens qui sortent de X soient en quelque sorte beaucoup moins mis en avant, de manière à ce qu'il n'y ait que des trucs de grok qui tournent. C'est-à-dire que les gens, quand ils vendent une question, ils disent soit ils postent eux-mêmes leur truc, soit ils vont demander à Grok est-ce que c'est vrai. Voilà. Donc, et nous, on s'est rendu compte avec le Gorafi que la semaine dernière, on a nos posts, on est entre 15 000 et 25 000 vues moyennes par post. Ce qui est ridicule. On a 1,3 million d'abonnés. 1,3 million d'abonnés. C'est moins de, je sais pas moi, c'est 5% de nos abonnés qui voient nos publications, quasiment. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Et quand vous comparez au taux de visibilité sur d'autres sites comme Facebook ou Instagram, le truc, même Blue Sky, c'est x10 en termes de comparaison. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on revient au papier. Parce que du coup, là, on peut toucher directement les gens. On peut vraiment vous pouvez créer une communauté solide. La satire ne joue donc plus seulement dans ce qu'elle dit, elle se joue aussi dans l'environnement qui décide de sa visibilité. Il décide qu'est-ce que vous pouvez voir, qu'est-ce que vous pouvez ne pas voir. Et ça, c'est un vrai problème. Dans la démocratie aujourd'hui, dans l'expression démocratique, ça, c'est un vrai souci. Et vous avez ça. Et la Commission européenne s'était penchée dessus au moment des élections européennes, parce que moi, je le voyais à quel point j'avais les comptes extrémistes américains qui étaient mis en avant dans la fameuse colonne « Pour vous », et qui étaient... Dès que l'élection a été finie, hop, ils ont remodifié l'algo et zoup, ils ont disparu. Là, aujourd'hui, dans la colonne pour vous, c'est n'importe quoi. Tout est mélangé. Il n'y a plus aucun tri. Vous avez des gens, ça vous suggère des trucs qui ont 4 likes, vous ne comprenez pas ce que ça fait là. À côté de ça, maintenant, vu que Twitter traduit automatiquement tous les tweets spontanément en anglais, et ben, vous vous retrouvez avec des discussions de trucs mais qui n'ont rien à voir. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est un Japonais qui répond à un Portugais sur un sujet. Et c'est illisible, en fait. C'est illisible. À vouloir créer un tout, on ne comprend plus rien à quoi on parle. À ce stade, l'entretien change de niveau. Le problème n'est plus seulement esthétique, médiatique ou technique, il devient politique. Moi, je suis très, très pessimiste sur la suite des choses. Enfin, voilà, il y a encore, je sais pas moi, il y a 15 ans, Internet était une espèce de Far West où on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et j'ai pu faire le Gorafi grâce à ça. Mais je pense que si je lançais le Gorafi aujourd'hui, ce serait impossible. Impossible, parce que les algos ne vous propulsent pas, à moins de payer très cher pour que le truc. Mais si vous n'avez pas les moyens, comment vous pouvez lancer un business? Parce qu'aujourd'hui, les vrais ennemis de la satire, c'est pas des terroristes, hein, c'est des capitalistes. C'est des personnes qui peuvent faire fermer un journal. C'est des lois Bayon contre des sites satiriques qui vont révéler telle ou telle information, ou c'est des agences publicitaires qui décident de retirer leur pub de tel ou tel journal. Donc du coup, oui, il y a des voix qui se font taire à cause de ce système-là. Publier devient une condition, pas seulement une intention. Dans ce contexte, le retour au papier ne ressemble plus à une nostalgie. On vise les gens qui ont envie de se marrer, qui ont envie de lire, de se détendre chez eux. Et en fait, c'est ça, c'est de pouvoir rassembler le Gorafi dans un lieu où on peut lire ça sans être dérangé par les notifications. Et ils peuvent le partager en prenant une photo, en l'envoyant à leurs potes, en leur montrant, tiens, regarde, cet article est marrant. C'est pouvoir se rapprocher de l'individu, en fait.
et de s'affranchir des algorithmes du partage. Si le réel ressemble déjà à une parodie, la satire n'est peut-être plus là pour en rajouter. Elle cherche juste un endroit d'où il reste possible de voir clair. À remettre un peu de lisibilité là où tout se brouille. C'était Dans ton écran. On se retrouve très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas de questionner ce que montrent vos écrans.